Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le cours qui concerne les drogues à base purique. Donc, comme objectif pour notre cours, c'est de connaître, de savoir qu'est-ce qu'une base purique, étudier leur origine biosynthétique ainsi que leur structure chimique et connaître les principales drogues contenant ces composés et de connaître leur intérêt en pharmacie. Pour le plan de notre cours, on va voir deux volets. Le premier volet qui concerne les généralités. Et on va voir une définition, l'état naturel, la répartition et la localisation des bases puriques. Le rôle de ces composés chez les plantes. On va voir leur structure chimique et la classification. Un petit résumé concernant leur origine biosynthétique, les propriétés physico-chimiques, l'extraction, la caractérisation et le dosage, leur action pharmacologique ainsi que leur emploi en pharmacie. Ensuite, on va voir quelques drogues à base purique, on va voir les drogues à caféine, les drogues à théobromine ainsi que les autres drogues. Commençons par une définition. Donc, qu'est-ce qu'une base purique? Donc, ce sont des composés azotés qui vont dériver de la purine. C'est quoi la purine? C'est l'association d'un noyau pyrimidine avec un noyau imidazole. Donc, les substituants ou bien les produits qui se substituent à la purine vont nous donner les bases puriques. Et plus précisément, on appelle la xanthine qui est la 2,6-dioxopurine. Il faut savoir qu'ils ne font pas partie des alcaloïdes vrais, on les considère autant que pseudo-alcaloïdes. Pourquoi? Parce qu'ils ont une origine biosynthétique différente que celle des alcaloïdes. Ils n'incluent pas un acide aminé. Ils ont un caractère amphotère, contrairement aux alcaloïdes qui ont un caractère basique. Leur solubilité, elle est particulière parce qu'ils sont solubles dans l'eau chaude et les solvants chlorés. Et bien sûr, ils ne réagissent pas ou bien ne précipitent pas avec les réactifs généraux des alcaloïdes. Donc, parmi ces composés, on peut citer donc la caféine, la théobromine et la théophiline. Pour leur état naturel, la répartition et la localisation, les bases puriques ont une répartition botanique très restreinte, c'est-à-dire qu'on va les retrouver que chez quelques familles. Ils sont retrouvés au niveau de la plante sous forme combinée à des acides organiques ainsi que des tanins. Donc, les bases puriques peuvent se retrouver soit au niveau de la graine, soit au niveau de la feuille. Donc, au niveau de la graine, on peut donner l'exemple du caféier, du colatier, de la guarana et du cacaoyer. Et les feuilles, on peut retrouver les bases puriques au niveau des feuilles du théier et du maté. Pour le rôle des bases puriques chez les plantes, ce sont les déchets finaux dans la plante. Ils ont une action de défense chimique qui va protéger la plante et ils ont une action allélopathique. On passe à leur structure chimique et à la classification. Les bases puriques, donc, ce sont des dérivés de la xanthine ou bien du 2,6-dioxopurine. Pour les principales molécules, on a dit qu'il y avait la caféine, la théophiline et la théobromine. Donc, pour la caféine, c'est le 1, 3, 7. Donc, 1, 3 et 7 triméthyle. Donc, on a 3 méthyle xanthine. Pour la théophiline, on a 1, 3 diméthylxanthine. Donc, on a 2 méthyles, donc 1 au niveau de l'azote, numéro 1, et 1 méthyle au niveau de l'azote, numéro donc 3. Et au niveau de l'azote, numéro 7, il n'y a pas de méthyle, il y a un hydrogène. Pour la théobromine, c'est le 3,7 diméthylxanthine. Donc, pour le premier azote, donc, il n'y a pas de méthyle. Il y a par contre au niveau de l'azote numéro 3 et de l'azote numéro 7. Alors, passons à leur origine biosynthétique. Donc, ce sont des dérivés donc, de la xanthosine. Donc, la xanthosine, c'est la molécule de départ. Si elle subit une méthylation suivie d'une perte de ribose, c'est-à-dire la perte du sucre, on va avoir
le 7-méthylxanthine. Si il y a une autre méthylation, on va avoir le 3,7-diméthylxanthine et donc on va former la théobromine. Par la suite, il y aura une autre méthylation, donc on aura le 1,3,7-triméthylxanthine qui est la caféine. Si on a une déméthylation par la suite, on va avoir le 1,3-diméthylxanthine qui est la théophyline et on peut avoir un autre composé qui est le 1,7-diméthylxanthine qui est la paraxanthine. Ça c'était pour donc leur origine biosynthétique. Alors on passe aux propriétés physico-chimiques. Donc ces composés ont un caractère amphotère. Donc, ils sont solubles dans l'eau chaude et le chloroforme, assez solubles dans l'eau froide, peu solubles dans l'éthanol, le méthanol et l'éther. Il faut savoir que seule la caféine est soluble dans le tétrachlorure de carbone. Donc, cette propriété ou bien cet avantage est mis en avant pour son extraction en vue du dosage. Ce sont aussi des bases faibles, des bases très faibles, elles ne précipitent pas avec les réactifs généraux des alcaloïdes, précipitent par contre avec l'acide tannique. Donc, il faut savoir aussi que les bases puriques sont caractérisées par une réaction spécifique qui est dite la réaction à la murexite. Pour l'extraction, la caractérisation et le dosage, on va voir l'extraction des bases puriques, donc à partir d'une drogue pulvérisée qui est mise en contact avec de l'ammoniac concentré, du dichlorométhane, suivi d'une filtration. On élimine bien sûr le marc, on obtient un filtrat organique plus les bases puriques. On procède à une évaporation, on obtient un résidu sec plus les bases puriques. Alors, ce résidu sec, si on ajoute de l'eau bouillante, puis on filtre à chaud, on élimine le marc bien sûr, on obtient un filtrat aqueux. Si on procède à une évaporation, on obtient le résidu sec de base purique. Si, d'autre part, on prend le résidu sec plus les bases puriques et on rajoute de l'acétone à chaud plus de l'éther de pétrole, on obtient par la suite les cristaux de caféine. On passe à la caractérisation et je vous ai dit que la caractérisation se fait grâce à la réaction à la murexite ou bien le purpurate d'ammonium. Donc le principe de cette réaction, c'est que la formation de la murexite se fait par addition successive d'un oxydant en milieu acide, donc acide nitrique, et de l'ammoniac. Donc si on a le résidu sec, va être repris par de l'H2O2, de l'oxygéné, plus HCl, on va voir, on obtient une coloration orange. Si on rajoute de l'ammoniac, donc on va provoquer une alcalinisation, on va avoir l'apparition de la coloration violette. Alors, on passe à la CCM ou bien à la chromatographie sur couche mince. Donc, la révélation des bases puriques se fait par l'alcool iodo-iodure de potassium suite à la pulvérisation d'un mélange d'alcool chlorhydrique, donc HCl concentré, et d'éthanol. Donc, la photo montre une plaque CCM sous UV à 254 nanomètres, montrant que le café et le thé contiennent de la caféine car ils ont la même distance, le même RF, c'est-à-dire la même distance de migration, le rapport frontal est le même et on a la même intensité de la tâche. Alors pour le dosage, on peut procéder à un dosage spectrophotométrique en UV à une longueur d'onde de 273 nanomètres. Et l'HPLC, c'est la méthode de choix qui est utilisée par la pharmacopée européenne 10e édition. On passe à l'action pharmacologique.
Alors, la caféine, si on remarque bien sa structure, elle ressemble bien, elle a quelques ressemblances avec l'adénosine, à part donc la partie sucrée. Donc, la caféine, c'est quoi? C'est un antagoniste compétitif des récepteurs A1 et A2 de l'adénosine. Pourquoi? Parce qu'on a une ressemblance structurelle. À forte dose, elle devient inhibiteur de la phosphodiesterase de l'AMP cyclique, ce qui va par la suite augmenter la teneur en dopamine au niveau central et agit en synergie avec l'adrénaline et la noradrénaline. Alors pour les actions, ou bien pour l'action pharmacologique de la caféine, elle a plusieurs actions à plusieurs niveaux. On va commencer par l'action sur le système nerveux central. Donc il faut savoir que la caféine est un stimulant cortical favorisant l'éveil. Elle va diminuer la sensation de la fatigue, améliorer la concentration, stimuler le centre respiratoire, mais il faut faire attention qu'à forte dose, à une dose supérieure à 600 mg par jour, on va avoir une nervosité, un tremblement et des insomnies. Pour son action sur le système cardiovasculaire, on a une action inotrope positive, une tachycardie, c'est-à-dire une accélération du rythme cardiaque, et une augmentation du débit cardiaque. La caféine provoque une légère vasodilatation. Elle a une action diurétique discrète, mais la prise aiguë, qui est supérieure à une dose qui est supérieure à 400 mg jour, va faire une augmentation de la pression artérielle. Pour les effets indésirables de la caféine, c'est ce qu'on appelle le syndrome du caféinisme. Au niveau du système nerveux central, on peut avoir des maux de tête, anxiété, insomnie, addiction, confusion, agitation et crise épileptique. Pour les troubles digestifs, on peut avoir des nausées, des vomissements, des diarrhées, une anorexie, des douleurs abdominales. Pour le système cardiovasculaire, on peut avoir une HTR, donc une augmentation de la tension artérielle et l'accélération du rythme cardiaque. Pour le système rénal, on va avoir un besoin fréquent et urgent d'uriner. Pourquoi? Parce qu'elle a un léger effet diurétique. Donc, le fait d'uriner plusieurs fois par jour va provoquer une déshydratation si la personne ne se réhydrate pas, par la suite. Alors pour les autres effets, on peut avoir une fatigue et une détérioration musculaire. Alors passons à la théophiline. La théophiline, c'est un antagoniste compétitif des récepteurs A1 de l'adénosine et un inhibiteur de la phosphodiesterase. Qu'est-ce qu'elle va avoir comme effet? Elle va avoir une action sur le système respiratoire et bronchopulmonaire concernant l'asthme et les bronchopathies, et elle va avoir une action diurétique intense mais fugace, c'est-à-dire qu'elle disparaît rapidement. Alors, pour les effets de la théophiline, donc je vous ai mis un tableau qui va résumer les effets de l'adénosine et qui sont comparés à l'action de la théophiline. Donc au niveau du cœur, pour l'adénosine, elle va provoquer un ralentissement du rythme et donc elle va avoir un effet inotrope négatif. La théophiline par contre va provoquer une vasodilatation coronarienne. Au niveau des vaisseaux, l'adénosine va provoquer une vasoconstriction, tandis que la théophiline ne va rien provoquer. Au niveau des branches, donc l'adénosine va nous donner une bronchoconstriction et la théophiline va nous donner une bronchodilatation. Au niveau du système nerveux central, la théophiline, plutôt l'adénosine va nous donner une sédation, un effet anticonvulsivant et une diminution de la libération des neurotransmetteurs. La théophiline, par contre, va être un stimulant central, un analeptique respiratoire et un psychostimulant. Concernant les effets indésirables de la théophiline, il faut savoir qu'elle peut provoquer une hypokaliémie, une hyperglycémie, une hypercalcémie,
une hypophosphatémie et une acidose en cas de surcharge. On passe à la théobromine. Donc, la théobromine, elle a une action diurétique qui est moins intense, mais qui est de plus longue durée, contrairement à la théophylline. La théobromine est vasodilatatrice. Elle a des propriétés anti-œdémateuses et une diminution de la tension artérielle. Elle va avoir un effet donc tranquillisant et donc dépressif sur le système nerveux central, une action anti-inflammatoire, peut provoquer donc une dépendance au chocolat, donc une addiction, et des propriétés antitussives. Pour les effets indésirables, on peut avoir une perte d'appétit, des nausées ainsi que des vomissements, des maux de tête liés au sevrage et une insomnie. On peut avoir des tremblements, une agitation ou bien une anxiété. À forte dose, la théobromine peut augmenter le risque du cancer de la prostate et il faut savoir que la théobromine est toxique pour les chiens et les chats. Donc, vaut mieux ne pas leur donner un carré de chocolat à vos animaux domestiques. Alors, on finit ce premier volet par l'emploi de ces bases puriques en pharmacie. Donc, on va commencer par la caféine. La caféine est principalement issue de la décaféination des grains de café. Donc, elle peut être utilisée soit seule ou bien en association. Donc, si la caféine est utilisée seule, donc telle que la citrate de caféine, qui peut être utilisée en solution injectable ou buvable, cette spécialité est utilisée pour le traitement de l'apnée du nouveau-né prématuré. Ce citrate de caféine donne un meilleur développement neurologique et la maturité des poumons. La caféine peut être utilisée en association, donc on peut l'associer à d'autres spécialités pour avoir d'autres effets. Donc si elle est associée à la paracétamol ou bien à la quinine, on va avoir un effet antalgique et antipyrétique. C'est-à-dire qu'on va avoir une diminution de la fièvre. Si on associe la caféine avec l'acide ascorbique ou bien la poudre d'opium, donc on va réguler ou bien on va l'utiliser contre l'asthénie fonctionnelle. Si on ajoute la caféine à l'ergotamine, on va augmenter l'absorption intestinale. Et si elle est associée au phénobarbital, donc on va atténuer la somnolence qui est provoquée donc par ce dernier. La caféine peut être aussi utilisée en application locale. Elle est utilisée surtout pour le traitement symptomatique des surcharges adipeuses sous-cutanées localisées en application locale. Il existe soit des pommades, soit des crèmes, soit des roll-on. Des fois, ils utilisent des roll-on pour masser l'endroit qui est à traiter. Alors, pour son usage non pharmaceutique, donc, comme vous le savez tous, elle entre dans la composition des boissons énergisantes non alcoolisées. Alors, on passe à la théophylline. La théophylline, c'est un produit de synthèse, contrairement à la caféine. Donc, elle est utilisée pour le traitement symptomatique de l'asthme persistant et des bronchopathies chroniques obstructives. Alors, la théobromine, on peut la retrouver dans la composition de certains compléments alimentaires réservés donc, à l'adulte. Donc, on a fini avec le volet des généralités. On passe maintenant au deuxième volet qui s'intéresse aux drogues à base purique. Donc, commençons par les drogues à caféine. Et on va commencer par la première plante, ou bien la première drogue, qui est le théier, le Camellia tea, ou bien le tea sinensis, de la famille des Théacées. Donc, c'est un petit arbre spontané de 5 à 10 mètres de haut, qui est très rameux. Donc, les feuilles sont persistantes et dentées. Les feuilles jeunes sont molles et duveteuses, et les feuilles âgées sont coriaces et presque glabres. Pour les fleurs, ce sont des fleurs pentamères blanches
et le fruit est une capsule loculicide. Alors, pour la drogue, donc la drogue du théier, ce sont les jeunes feuilles provenant exclusivement des plantes de culture. Donc, on peut retrouver donc 2 thés, il y en a plusieurs, mais les plus utilisés ou bien celles qui figurent, les thés qui figurent dans les pharmacopées sont le thé vert et le thé noir. Donc, pour le thé vert, il comporte ou bien il contient au minimum 2% de caféine. Donc la drogue, c'est les jeunes feuilles qui sont non fermentées et qui peuvent être soumises à une dessiccation rapide et à chaud. Pour le thé noir, les jeunes feuilles, par contre, sont fermentées et sont soumises, elles aussi, à une dessiccation rapide à chaud. Pour la culture et la récolte, il faut savoir que le thé est originaire du sud-est asiatique, voilà, notamment au niveau des régions montagneuses, des forêts pluvieuses asiatiques, donc entre la Chine et l'Inde, et ils sont cultivés en Chine, en Inde, au Sri Lanka et en Afrique, en Turquie et en Argentine. Voici une petite carte qui montre l'origine du thé. Alors, la récolte, elle se fait manuellement, donc exclusivement à la main, sur des bourgeons, sur les bourgeons terminales non épanouis. C'est ce qu'on appelle le péco. Donc, ce péco, donc, comme vous voyez ici sur la photo, donc c'est le dernier bourgeon à l'extrémité de la branche et sur les 2 jeunes feuilles suivantes. Donc, on récolte donc le dernier bourgeon terminal non épanoui et les 2 feuilles en dessous. Donc, il est reconnu comme un thé de meilleure qualité. Alors, pour les types de thé commercialisés, on peut retrouver le thé vert et le thé noir. Donc, le thé vert, il comporte 2 à 4% de caféine. Donc, les feuilles sont stabilisées par la chaleur sèche, donc en Chine, ou bien par chaleur humide au Japon. Donc, cette stabilisation par la chaleur va détruire les enzymes qui sont responsables de la fermentation. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, que le thé vert ne subit pas une fermentation. Ce sont les jeunes feuilles non fermentées. Donc, on va stabiliser donc, les feuilles pour détruire ces enzymes. Donc, ces feuilles sont roulées et séchées rapidement en une demi-heure à 90 degrés pour empêcher la moisissure du thé. Donc, les feuilles de thé vert donnent un infusé jaune verdâtre de saveur peu aromatique. Alors, il faut savoir que le thé noir, c'est lui-même le thé rouge. Et les deux comportent 2,5% de caféine. Donc, les feuilles, elles sont flétries pendant 20 heures. Ensuite, elles sont roulées et fermentées en atmosphère humide. Ensuite, les feuilles sont séchées à l'air chaud, 30 minutes à 90 degrés. Donc, ces feuilles vont donner un infusé brun rougeâtre d'odeur aromatique. Il faut savoir que le thé noir représente plus de 80% du marché mondial du thé. Alors, pour l'étude microscopique, sous microscope, sous la poudre de thé au microscope, la poudre de la feuille de thé au microscope, on va le reconnaître par la présence de sclérite ramifiée fortement canaliculée. C'est l'élément caractéristique pour la reconnaissance, bien pour l'identification, bien la caractérisation des feuilles de thé. Donc pour l'étude microscopique. On peut retrouver aussi les poils tecteurs unicellulaires et les macles d'oxalate de calcium. Pour la composition chimique, les feuilles de thé comportent des produits banaux, donc tels que les protéines de 15 à 20%, 3% d'acides aminés, donc tels que la théanine, les acides gras insaturés, des glucides, 5%, la carotène et l'acide ascorbique, vitamine C et les vitamines du groupe B, ainsi que du fluor. Pour les principes actifs, on va retrouver donc, comme principe actif les bases puriques, qui est la caféine. Donc la caféine, c'est la même
C'est la même chose que la théine, donc au niveau du thé, on retrouve la théine ou bien la caféine à une teneur de 2 à 4%. On peut retrouver la théophyline et la théobromine sous forme de traces. On peut retrouver des hétérosides d'alcool terpénique, donc ces alcools, ces hétérosides sont responsables de l'arôme. On peut retrouver des vitamines, donc vitamine C et vitamine B, surtout au niveau du thé vert. Et on peut retrouver aussi des composés phénoliques, donc à 30%. On peut retrouver l'acide phénol, des flavonoïdes, des tanins galliques, etc. Donc pour le thé vert, on peut retrouver des dérivés flavaliques, tels que les pro-anthocyanidol de faible poids moléculaire. Et le thé noir, il y a une hydrolyse de ces polyphénols, donc on va avoir une formation de tropolone, c'est ce qu'on appelle la théaflavine. Cette théaflavine est responsable de la couleur rouge-brun et de l'arôme du thé noir. Alors, concernant les essais, donc les essais sont utilisés pour contrôler et pour identifier la drogue. Donc, on peut commencer par des essais botaniques. Et donc, on va identifier la drogue en se basant sur les caractères macro et microscopiques décrits donc, dans la littérature. Pour les essais physico-chimiques, bien sûr, il y a la réaction à la murexide. Il y a la réaction de précipitation avec l'acide tannique, iodure de potassium iodé en milieu chlorhydrique. Et enfin, la CCM, où on peut donc identifier la caféine et la théophyline. Pour les essais quantitatifs, on procède à un dosage de la caféine et on doit retrouver au minimum 2%. Alors, on passe aux propriétés pharmacologiques des feuilles de thé. Donc, les feuilles de thé contiennent la caféine, donc, qui est responsable de l'effet stimulant au niveau du système nerveux central et du système cardiovasculaire. La caféine a aussi une action sur la diurèse. Les flavonoïdes, quant à elles, sont responsables de l'effet diurétique, de l'action protectrice cardiovasculaire, de l'action vitaminique B, de l'action antioxydante, donnant les exemples de la flavane et de la théaflavine. Et pour les tanins catéchiques, ils sont responsables de l'effet anti-mutagène ou bien anticancéreux. Alors, il faut savoir qu'une consommation excessive donc, peut nous donner une intoxication chronique, c'est ce qu'on appelle le théisme. Donc, ce théisme peut être responsable d'une insomnie, d'un amaigrissement et de troubles nerveux. Une diminution de l'absorption du fer et de l'acide folique, donc à déconseiller en cas d'anémie. Même lorsque il y a une supplémentation en fer, il faut toujours conseiller aux patients d'espacer au minimum 2 heures la prise du fer ou de l'acide folique et la consommation du thé. Et pour les enfants, la consommation excessive du thé peut provoquer une anémie microcytaire, surtout pour les jeunes enfants qui consomment plus de 250 ml de thé par jour. Donc, il faut faire attention. Les feuilles de thé sont riches en vitamine K. Donc, la vitamine K va favoriser la coagulation. Donc, il faut faire attention quant à la consommation des anticoagulants parce que ça va diminuer l'efficacité. Les feuilles de thé peuvent provoquer des ulcères gastriques et duodénaux, une hypertension, une hyperthyroïdie et une arythmie. Alors, l'emploi du thé, donc, comme premier emploi qui nous vient à l'esprit, c'est sous forme d'infusé, donc comme boisson stimulante, en alimentation, bien sûr, et en pharmacie, peut-être utiliser l'infusé, on peut utiliser l'infusé à 5%, qui est utilisé pour le traitement symptomatique des diarrhées légères, pour l'asthénie fonctionnelle, puisque c'est un stimulant, pour les adjuvants, en tant qu'adjuvant de régime amincissant ou bien amaigrissant, le thé favorise la thermogénèse et donc la dépense énergétique. Elle est employée aussi comme diurétique pour la prévention des caries. Pourquoi? Parce que les feuilles de thé contiennent du fluor.
comme astringent utilisé comme antiride ou bien anti-âge contre les poches et les cernes. Et en pommade, on peut l'utiliser pour le traitement des condylomes anogénitaux. Donc, ce sont des tumeurs rosées ressemblant à une verrue qui siège au niveau des muqueuses génitales ou bien anales. Alors, on passe à la deuxième drogue qui contient la caféine, bien sûr, c'est le café, bien le caféier. Alors, le café, donc le Coffea sp de la famille des Rubiacées, donc c'est un petit arbre à 30 droits de 5 à 12 mètres, donc selon les espèces. Donc les feuilles sont blanches, opposées, persistantes. Les fleurs sont blanches, disposées en cimes très odorantes. Et le fruit est un drupe ovoïde, verte devenant jaune puis rougeâtre à maturité, renfermant 2 graines accolées par leur face plane. Alors, il existe plus de 124 espèces, mais les plus retrouvées sont l'arabica et la robusta. Le Coffea arabica, elle, et le Coffea canephora dans la variété robusta. Donc, pour le café arabica, il est originaire de l'Est africain, des hauts plateaux d'Éthiopie. Donc, cette espèce nécessite une certaine altitude pour croître. Et elle représente 65% de la production mondiale. Pour la robusta, elle est originaire de l'ouest africain, du bassin du Congo, qui, pour croître, elle a besoin de chaleur et d'humidité, et cette espèce est reconnue pour être plus robuste. Donc la robusta, elle représente 30% de la production mondiale. Alors pour les pays producteurs, pour l'arabica, on peut citer le Cameroun, le Congo, l'Éthiopie. En Amérique, la Colombie, le Costa Rica. Et en Asie, l'Inde, l'Indonésie et le Vietnam. Pour la robusta, en Afrique, on peut donner l'exemple de la Côte d'Ivoire. En Amérique, le Brésil, bien sûr. En Asie, l'Inde, l'Indonésie et le Vietnam, ainsi que les Philippines. Alors, il y a une certaine différence entre les deux espèces. Donc, les feuilles de l'arabica sont de 10 à 15 cm de long. Pour la robusta, donc les feuilles elles sont plus grandes. Les fleurs sont verticillées par 8-15. Donc, pour la canephora, les fleurs sont en plus verticillées et sont plus denses. Pour les fruits de 15 à 20 mm de long, par contre, la robusta, on a des plus petits fruits. Et il faut savoir que la robusta, comme son nom l'indique, c'est une plante à port qui est plus robuste. Donc, pour l'arabica, elle a une teneur en caféine de 0,6 à 2%, contrairement à la canephora, bien la robusta, qui contient de 1,6 jusqu'à 3% de caféine. Alors, la drogue c'est quoi? C'est la graine privée du tégument qui est séchée. Donc, on enlève la partie externe, rouge, et on va sécher donc l'amande. Le café vert ou bien le grain de café dans le commerce contient au minimum 1% de caféine. Alors, pour la production du café vert, donc on prend le café en cerise, la drupe, le fruit. On peut procéder à 2 méthodes. Donc, quand la voie sèche, on sèche les grains de café, puis on va procéder à un décortiquage mécanique qui va nous donner donc le café en grains ou bien la fève ou bien le café vert. Par contre, pour la voie humide, on commence d'abord par un dépulpage, une fermentation, un lavage, puis une décortication mécanique. Le dépulpage, c'est quoi? C'est l'élimination de l'épicarpe rouge et du mésocarpe charnu. On obtient le café en parche. Ensuite, on procède à un déparchage. Le déparchage, c'est quoi? C'est l'élimination de l'endocarpe sclérifié. On obtient, en fin de compte, le café en grains, la fève ou bien le café vert. Alors, pour le café, il faut savoir qu'il existe une étape qui est très importante et qui est responsable de l'arôme du café. C'est ce qu'on appelle la torréfaction. C'est quoi la torréfaction? C'est de griller les grains de café pendant
10 à 20 minutes à une température oscillant des 200 à 280 degrés. Et donc, selon la température et la torréfaction, on obtient plusieurs nuances, du blond au brun foncé et à l'italien. Donc, le café peu torréfié, c'est ce qu'on appelle le grain clair blanc. Si on procède à une torréfaction douce, on obtient un grain brun aromatique, qu'on peut retrouver en France. Et la torréfaction soutenue, on obtient un grain noir qui donne un café corsé, amer et astringent. On peut retrouver ce genre de café surtout en Italie. Alors, si on continue avec la production du café, donc la mouture ou bien le broyage, c'est une étape importante pour le goût. Donc, si on a une poudre de café farineuse, donc on prépare une décoction et on obtient un café grec ou bien un café turc. Pour la poudre très fine, elle est intéressante pour les cafetières type expresso. Pour les poudres moyennes, elles sont utilisées pour les cafetières à papier filtre. Et les poudres grosses sont utilisées surtout pour les cafetières italiennes à percolation. Alors, on passe à la composition chimique du café. Donc, 10 à 12% d'eau, donc plus de 50% de glucides, 10 à 12% de protéines et 10 à 18% de lipides, 5 à 10% de dérivés phénoliques, tels que l'acide chlorogénique ou bien l'acide caféoylquinique, et bien sûr le principe actif qui sont les bases puriques, essentiellement la caféine, donc à 3%, théophylline et théobromine sont retrouvés en traces. Pour les essais, bien sûr, il y a les essais botaniques ainsi que physico-chimiques. Pour les essais botaniques, comme vous le savez déjà, on va identifier la drogue en se basant sur les caractères macro et microscopiques. Pour les essais physico-chimiques, la réaction à l'amylexide, la chromatographie sur couche mince. Il faut trouver moins de 2% d'éléments étrangers. Les cendres totales doivent être inférieures à 9% et la perte à la dessiccation moins de 9%. Et pour le dosage, il s'agit d'un dosage par chromatographie liquide couplé au spectrophotomètre à une longueur d'onde de 272 nanomètres. Pour les propriétés pharmacologiques et l'emploi, donc comme vous le savez, c'est une plante stimulante. Elle a des propriétés cholérétiques, diurétiques, expectorantes. Donc surtout c'est surtout dû à la présence de l'acide chlorogénique qu'on peut retrouver au niveau du café vert. La caféine est utilisée en pharmacie et est issue de la décaféination du café par du CO2 supercritique. On peut utiliser le charbon de café. C'est quoi le charbon de café? C'est la carbonisation des parties externes du grain suivi d'un broyage. Donc, ce charbon de café est utilisé surtout pour le traitement des diarrhées aiguës ou bien pour de l'inflammation modérée des muqueuses de la bouche et du pharynx. Comme effet secondaire, donc la caféine va provoquer une dépendance et une tolérance, une nervosité et des tremblements, et un stress et de la fatigue. Alors, on a fini avec les drogues à caféine, on passe aux drogues à théobromine, et on cite comme plante le cacaoyer, ou bien le Theobroma cacao, de la famille des Malvacées. Alors, c'est un arbre de 10 mètres de haut qui se ramifie en 5 branches formant une couronne. Donc, les feuilles sont simples, alternes et de grande taille. Pour les fleurs, sont très petites, blanches ou jaunes, mêlées de rose, insérées directement sur le tronc. C'est ce qu'on appelle cauliflore. C'est-à-dire que les fleurs vont se développer au niveau du flanc. Alors, le fruit, c'est une cabosse. En maturité, on l'appelle cabosse. Elle est ovale ou sphérique à différentes couleurs, jaune, rouge, orange, etc. Elle est indéhiscente à parois épaisses, coriaces et verruqueuses. Ce fruit ou bien cette cabosse
renferme 25 à 50 graines, c'est ce qu'on appelle les fèves. Ces fèves sont noyées dans une pulpe blanchâtre, légèrement acidulée et sucrée. Pourquoi? Parce qu'elle contient du mucilage. Alors, le cacaoyer est originaire des forêts tropicales, donc d'Amérique centrale, équatoriale et d'Amérique du Sud. Le cacaoyer est cultivé en Afrique de l'Ouest, donc au Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, en Amérique du Sud tels que le Brésil et la Colombie, et en Asie, en Indonésie. Alors, c'est quoi la drogue? Donc, la drogue, c'est la graine ou bien c'est la fève. Elle est produite par culture en Afrique tropicale et en Amérique du Sud, tels que le Brésil et la Colombie. Donc, c'est une fève, ou bien la graine, c'est une fève ovoïde de 2 à 5 cm sur 1 à 1,5 cm de large. Donc, 2 à 3 cm de long sur 1 à 1,5 de large, qui est inodore, très astringente, très amère. Donc, il n'y a pas d'odeur de cacao ou de chocolat donc dans la fève de cacao. Donc, le tégument externe, c'est ce qu'on appelle la coque, elle est mince et brun rougeâtre. Alors, les graines sont séparées de la pulpe et subissent une fermentation et une dessiccation 3 à 9 jours à une température inférieure de 60 degrés. Cette étape va développer la couleur brune et l'arôme. Cette étape est suivie par la torréfaction et le laminage. C'est ce qui va nous donner les qualités gustatives du cacao et de ses produits dérivés. Alors, pour la composition chimique, il faut savoir que la graine fraîche, ou bien c'est ce qu'on appelle l'amande, contient des glucides, des protéines, des sels minéraux et des oligo-éléments, de 50 à 55% de lipides, essentiellement du beurre de cacao qui contient des triglycérides, des acides gras saturés en C16 et C18 et insaturés en C18, 7% de tanins et de polyphénol et bien sûr donc, le principe actif qui est la théobromine et a une teneur de 1 à 3% et de la caféine de 0,05 à 0,3%. Donc, le tégument est pauvre en lipides mais riche en théobromine et la pulpe contient essentiellement de l'eau, 80%, 12% de sucre et une forte proportion d'acide citrique. Pour les essais, donc bien sûr, on va vérifier les caractères morphologiques, macroscopiques et microscopiques. On va vérifier les caractères organoleptiques du cacaoyer ainsi que le dosage des polyphénols et de la théobromine. Alors, on passe à l'emploi. Donc, comme vous le savez, le cacao est utilisé en alimentation pour la préparation du chocolat. Donc, pour les fèves de cacao peuvent nous donner de la pâte de cacao. Et à partir de la pâte de cacao, on va séparer donc les lipides ou bien le beurre de cacao et le cacao sec dégraissé qui est la poudre de cacao. Alors en pharmacie, pour son emploi en pharmacie, le cacao ou bien le cacaoyer est aromatisant dans plusieurs spécialités pharmaceutiques. Il est utilisé pour l'extraction de beurre de cacao, donc utilisé autrefois comme excipient des suppositoires. Et elle est reconnue depuis longtemps pour son effet antidépresseur. Pourquoi? Parce qu'il contient de la phényléthylamine et un effet relaxant. Donc, le cacao est utilisé aussi comme adjuvant dans des régimes amincissants ou amaigrissants. Pourquoi? Parce qu'il va activer la lipolyse, la thermogénèse et le déstockage des graisses. Il est utilisé comme antioxydant. Il va prévenir ou bien le vieillissement cellulaire et le risque d'accident cardiovasculaire. C'est pour ça qu'il est conseillé de consommer 2 carrés de chocolat noir par jour avant de dormir. Et en cosmétologie, on peut utiliser le beurre de cacao comme crème hydratante pour corps et cheveux.
peut la retrouver au niveau des baumes hydratants pour les lèvres et aussi c'est un revitalisant des cheveux. On peut le retrouver dans la composition de certains shampoings. Alors, on passe aux autres drogues qui contiennent les bases puriques, à savoir le colatier, le maté et le guarana. Alors, pour le colatier, c'est ce qu'on appelle, ou bien le nom scientifique, c'est le cola SPP de la famille des malvacées. Donc, la drogue, c'est la graine, dépourvue de téguments séchés. Le colatier contient de 1,8 à 2,5% de caféine et des traces de théobromine. Le colatier est utilisé comme stimulant du système nerveux central, utilisé pour le traitement des asthénies fonctionnelles, donc il va diminuer la sensation de fatigue et peut rentrer dans la composition de certaines boissons. Alors, pour le maté, le Ilex paraguariensis, de la famille des Achypholiacées. Donc la drogue, ce sont les feuilles entières ou fragmentées. Ces feuilles contiennent de 0,9 à 1,9% de caféine, de 0,3 à 0,9% de théobromine et de 10% d'acide chlorogénique. Donc, comme emploi, le maté peut être utilisé comme antioxydant, adjuvant des régimes amincissants, comme diurétique et stimulant. Pourquoi? Parce qu'il contient une certaine teneur de caféine. Et on finit par le guarana ou bien le Paullinia cupana de la famille des Sapindacées. Donc la drogue, c'est quoi? C'est la graine séchée et la pâte obtenue par écrasement de la menthe. Donc la graine, elle contient 3% de caféine et la pâte contient 3,5% de caféine. Le guarana est utilisé comme stimulant du système nerveux, donc toujours pour le traitement de l'asthénie fonctionnelle ou bien de la fatigue. Il s'oppose donc bien sûr à la somnolence et l'endormissement. Il peut être utilisé en cas de diarrhée légère et rentre dans la composition ou bien comme adjuvant des régimes amincissants. Et je vous remercie pour votre attention.